Bonjour Monsieur Poncardassac. Bonjour Diane, bonjour Paul. Bonjour Monsieur Poncardassac. Je suis heureux de vous voir aujourd'hui. Moi de même. C'est rare puisque vous n'habitez pas Paris. Bon, ça c'est très bien présenté. Donc soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bon, on aura l'occasion de parler de votre présence à tous les deux tout à l'heure, je pense. Alors commençons cet entretien par une question qui remonte au 14 juillet, qui a été une journée mouvementée pour Macron. Pour quelle raison ? Je crois que ça fait partie de l'insatisfaction d'un nombre croissant de Français et qui n'en peuvent plus de voir que toutes ces décisions, toutes ces modifications des différents sujets qui intéressent les Français dans leur vie, les insupportent, et donc ils ont manifesté, il s'est fait siffler. Plus amusant, c'est que j'ai vu la séquence d'ailleurs à la télévision, et c'était très intéressant l'échange entre le représentant, je crois que c'était BFM TV qui était sur place, et celui qui était à BFM TV même. Et alors, la question-réponse, alors il y a du monde, il y a du bruit, on entend beaucoup de bruit, oui c'est vrai, pourtant ils ne sont pas très nombreux, mais ils font beaucoup de bruit. C'était amusant, et je ne comprends pas comme ils ont laissé passer ça, parce qu'effectivement ça faisait pas mal de bruit. Bon, donc, le cher président des Français s'est fait tout de même bien chahuter. Mais c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. C'était une résurgence des gilets jaunes en quelque sorte. Oui, mais je pense qu'il n'y avait pas que des gilets jaunes. Enfin bref. Les Français qui souffrent de toute façon dans tous les cas. Sur les Français qui souffrent, il y en a marre. Alors, qu'avez-vous retenu de la rencontre entre Macron et Poutine à Brégançon ? Quelle peut être l'utilité de cette rencontre pour Poutine ? Je me suis posé exactement la même question moi aussi. Alors, quand on connaît un petit peu Poutine, quelle que soit l'opinion qu'il peut avoir sur son interlocuteur du moment, il essaye toujours de tirer parti d'une situation. Ça, c'est une des caractéristiques de Poutine. Je ne pense pas qu'il porte Macron particulièrement dans son cœur, loin de là, parce que même Macron a été quelque peu insolent à plusieurs reprises envers lui. Donc je pense que c'est un stratège, il est habile, et il y a tout de même une chose qui est intéressante, c'est que pour expliquer la présence de Poutine à Brégançon, on est en pleine stratégie par rapport à l'Iran. On sent très bien que Macron, quelque peu déçu de Trump, parce que Trump ne lui a pas apporté le soutien et le respect que Macron estime de mériter. Donc on sent que Macron essaye de jouer le jeu du leader des Européens pour essayer de trouver un accord avec l'Iran. Il y a aussi des problèmes d'intérêt économique en dessous. Et c'est là-dessus que Poutine a voulu jouer. C'est pour ça, à mon avis, qu'il est venu là-bas. C'est pour essayer d'utiliser Macron pour, à travers lui, attirer les Européens pour trouver un accord avec l'Iran sur le plan commercial. Donc les détacher des États-Unis. À mon avis, c'est ça le fond du problème. Pourquoi Poutine est allé à Brégançon ? Ça ne l'a pas empêché d'envoyer une fameuse vanne. En fait, il a été mis en difficulté, Poutine, par une journaliste qui lui a parlé des manifestations. Difficulté, c'est beaucoup dire, mais c'est-à-dire que le journaliste a voulu le mettre en difficulté. Oui, c'est ça, et il l'a reçu en plein dans la gueule. Mais, malheureusement, censure. Or, ça qu'a dit Poutine était tout de même très intéressant, puisqu'il a, en réponse à ce journaliste, et donc à Macron, qui était à côté, il a rappelé les 11 personnes tuées, les 2500 blessés, chiffres qui viennent des services de la police française. Sans doute minimisé. Et bien entendu, comme nous sommes dans un pays de liberté, cette partie de la déclaration de Poutine a été supprimée. En fait, non, la traduction a été faite différemment. Il y a eu un jeu de traduction, apparemment. Ah oui, un jeu de traducteur et traditore, comme on dit.
Non, mais c'est plus qu'un jeu de traduction, c'est un coup de ciseau. Du 29 au 31 août 2019, à Rouen, les délégués du Grand Orient votaient pour élire leur grand maître et valider leur rapport d'activité. Un des vœux d'une partie de cette obédience souhaitait que leur grand maître et ses assesseurs cessent de se rendre aux manifestations du CRIF, dont notamment le dîner annuel du CRIF, ce qui a provoqué une vive réaction du président Francis Khalifa, président du CRIF. Pouvez-vous revenir sur cette étrange affaire ? Alors, c'est très intéressant, parce que c'est la motivation de cette partie des membres du Grand Orient qu'il est intéressant de connaître. Et pourtant, là, les médias ne sont pas tellement appesantis dessus. C'est que ces représentants du Grand Orient craignent qu'à travers la politique israélienne contre les Palestiniens, si le Grand Orient, la maçonnerie, continue d'appuyer le CRIF, donc Israël, ça leur nuise dans leur rapport avec le monde musulman. Et l'attendu de ces membres du Grand Orient est très intéressante et il faut la citer. Ils craignent que l'attitude d'Israël et donc du CRIF, je cite, conduisent à des fractures et à une montée de l'antisémitisme. Donc la crainte que cette réaction contre la position d'Israël et du CRIF participe à la montée un peu plus de l'antisémitisme qui se développe aujourd'hui en France. Donc, ce qui est intéressant, c'est de souligner que ces francs-maçons sont plus subtils que les juifs eux-mêmes, qui sont hystériques, qui toujours à pousser la France à supprimer toutes les libertés, empêcher que l'on dise du mal d'Israël, etc., etc. Il y a des francs-maçons qui sont plus habiles, non pas parce qu'ils sont devenus antisémites, mais parce qu'ils craignent justement la montée de l'antisémitisme. Très intéressant. Donc vous ne pensez pas qu'il y ait une branche plus judéo-sceptique au sein de la franc-maçonnerie ? C'est possible. C'est possible. Je dirais que c'est une anomalie, étant donné que l'on sait que la maçonnerie est une création juive. Mais c'est une anomalie qu'on découvre aux différentes époques. Il y a très souvent, parmi les maçons, des anti-juifs. C'était surtout en plus une loge réputée d'extrême gauche, oui, qui avait oui. lancé cette polémique. Rappelez-vous que l'extrême gauche est très souvent pro-palestinienne. Oui, c'est ça. Ouais. Et justement, là, on va voir l'exemple de Mélenchon, là, qui est pourtant depuis 35 ans au Grand Orient, et qui n'empêche pas d'avoir des Tout à fait. D'ailleurs, il avait été question à un moment donné au Grand Orient de le radier. Oui, absolument. Alors, la victoire de l'Algérie a provoqué de nombreuses dégradations de la part des supporters algériens. Un commentaire ? Oh que oui. Oh que oui. Je ne sais pas si vous avez vu les images, je les ai vues. Parce qu'en général, le soir, je zappe sur les différentes chaînes pour regarder un petit peu comment les choses sont présentées. Et on voyait la floraison, une nouvelle fois, des drapeaux algériens. Et d'où la question, ils sont algériens ou ils sont français ? Donc, ce problème-là, cet événement-là, rappelle une fois de plus le problème que représente la double nationalité. C'est une anomalie et un jour il faudra trancher. Ou ils sont français ou ils sont algériens. On ne peut pas jouer dans les deux camps. Et donc ça c'est une chose. Il y a eu un mort d'ailleurs. Comment ? Il y a eu un mort pendant ces... Ouais, il y a une femme. Alors oui, justement, j'y viens justement, ne vous en faites pas. Donc, tout de même, le point principal pour répondre à votre question, c'est qu'il faut qu'on arrête cette histoire de double nationalité. Et il faut revenir à la nationalité basée sur le droit du sang. Contrairement à ce que le Grand Orient a imposé, je pense que c'est depuis 1988, d'ailleurs je l'ai longuement cité dans mon livre La maçonnerie, on peut trouver toute la genèse de l'affaire, qui a imposé le droit du sol. Moyennant quoi, n'importe quel enfant de
d'immigrés, du fait qu'il soit né en France, devient automatiquement français sans qu'il le demande ou que sa famille le demande. Ce n'est pas normal. Donc il faut revenir à la loi du sang. Ça, c'est fondamental. Et alors, pour en revenir justement à l'allusion que vous faites aux morts, effectivement, c'est qu'un de ces jeunes, tellement heureux, que je ne sais pas s'il a voulu le faire ou pas, ou si c'est parce qu'il était quelque peu imprégné, il a renversé sur un trottoir une mère qui se promenait avec ses 2 enfants. La mère est morte, les 2 enfants grièvement blessés. Donc voilà ce que ça donne, cette politique d'immigration. Alors cette politique d'immigration, il faut non seulement l'enrayer, mais remballer chez eux ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui vivent au crochet des Français, il faut les remballer, point. Et ça peut commencer très facilement. Vous coupez les allocations familiales de ceux qui sont repérés comme fauteurs de troubles, et ça va calmer un certain nombre déjà d'entre eux. Mais là, on ne peut pas continuer comme ça. Oui, vous voyez bien quand c'est particulièrement avec l'Algérie et le Maghreb qu'on a ce type de situation, parce qu'il y a aussi une immigration chinoise, asiatique, ah oui, pour autant on n'a pas de dégradation. Tout à fait. Ils sont agressés justement par les Algériens, les Chinois. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on parlait de désinformation tout à l'heure au sujet de Poutine. Là encore, au sujet de cette mère de famille qui est décédée, à un moment donné, les médias, ils ont voulu là encore dire que non, c'était pas tout à fait un supporter algérien. Exactement. J'allais oublier de le dire. Encore pour le dédouaner. Vous avez totalement raison, Paul. C'est là encore le mensonge de cette presse aux ordres qui masque aux Français la réalité des choses. Ils ont voulu faire passer ce crime, cet accident, sur le fait que c'était pas un Maghrébin, que c'était même pas un supporter qui aimait le football. Or, la police a découvert dans les échanges qu'il a sur son téléphone portable que justement il était là parce qu'il avait applaudissé à la victoire de l'Algérie, etc. Donc, ce que je voudrais que ça rentre dans le crâne des Français, on vous ment tous les jours, on vous masque les faits pour que vous ne compreniez pas d'où viennent vos problèmes. Encore dernièrement, à Villeurbanne, un Afghan qui a tué et blessé plusieurs personnes, oui. On disait que c'était juste un déséquilibré, alors là c'est la grande explication. Déséquilibré. L'un de vos correspondants a relevé que vous aviez annoncé l'incendie de Notre-Dame. Pouvez-vous revenir sur ce drame et ce qui vous a fait le prévoir, justement ? Oui, j'ai vu certains commentaires qui me faisaient passer pour Madame Soleil ou un truc dans ce goût-là. Oui, bon, eh bien c'est très amusant, effectivement. C'était dans votre conférence sur l'utilisation de l'islam. Voilà, je ne me rappelle plus le titre exact de la conférence, je crois que c'était... le mondialisme messianique et son utilisation de l'islam, exactement. Et là, le plus amusant, c'est que je crois que c'est un musulman qui a relevé, qui s'est rappelé de ce que j'avais dit, et qui me l'a communiqué. Il donne même le minutage. Je ne sais pas si vous l'avez. Je l'ai. Non, oui. C'est entre 1h23, 10 et 1h23, 20. Le prochain coup tordu qu'ils envisagent, avez-vous une idée? Mais la poursuite de ce genre de manipulation. Oui. D'ici quelque temps, une semaine, un mois, un an, un truc peut-être encore plus effroyable, je ne sais pas moi. Un attentat à Notre-Dame de Paris, comme ça tous les catholiques se jetteront dans les bras d'Israël. Un truc dans le club. Ça ira de provocation en provocation. C'est très intéressant. Alors pourquoi est-ce que j'ai pu... Ah, quoi, il y a combien de temps de ça? 2015. 15. Nous sommes tant qu'il y a 4 ans que déjà à l'époque, je pouvais prévoir ça. Pourquoi? Parce que je connais l'ennemi. Je le connais, je dirais pas comme si je l'avais fabriqué, mais je le connais intimement, c'est pour ça que je suis capable de déceler les manœuvres à venir. Comme vous aviez prévu juste avant le premier tour des présidentielles qu'il y ait un attentat. Exact. Ça s'était réalisé. Exact. Mais oui, quand on connaît l'ennemi, justement, vous savez, c'est comme dans une guerre. Celui qui emporte la victoire, c'est celui qui est capable de prévoir les manœuvres offensives de l'ennemi. Donc, pour les contrer et pour pouvoir attaquer même avant.
C'est tout ça. En politique, comme en guerre, en fait, la politique, c'est une guerre. Il faut connaître l'ennemi. C'est pour ça, pourquoi croyez-vous que je m'attache fondamentalement par l'action que j'ai avec vous à former des cadres pour que justement ceux qui acceptent de faire ce travail de base sachent quel est l'ennemi pour savoir s'en prémunir. Si les gens réagissent uniquement sentimentalement avec leur tripes, ils ont toujours tout faux. Et on voit ça dans nos milieux, par manque de formation. Qu'en est-il du projet de restauration de Notre-Dame ? On est dans le sujet, justement, encore une fois. Je trouve ça très étrange parce qu'on nous dit oh là là, c'est à cause de la pollution du plomb, etc. Les écoles d'à côté, les crèches, les enfants vont être au contact, etc. Bon, il ne faut pas pousser quand même. Bon, certes, au moment où le plomb est en fusion, il y a des vapeurs. Enfin, ça dure le temps que soit terminé. Après, ça tombe au sol. Alors certes, il y a de la poussière de plomb par terre. Si c'est remué, ça peut remonter. Mais enfin, c'est pas ça qui peut interrompre tout de même les travaux de consolidation de Notre-Dame, puisque les gens qui y travaillent, normalement, sont protégés. Donc, c'est une excuse. Or, quel est le fond du problème ? C'est que du fait de l'incendie et du fait de l'eau que les pompiers ont dû balancer pour éteindre l'incendie, évidemment, le ciment qui sert de lien entre les pierres a souffert. Donc ça a besoin d'être consolidé. Alors pourquoi cette brusque interruption des travaux ? Est-ce que ce ne serait pas pour laisser du temps au temps et voir si ça ne s'écroule pas tout seul, ce que l'incendie n'avait pas fait ? Hein ? Je pose la question, une fois de plus. Et rappelez-vous, mes deux conférences au sujet de Notre-Dame, celle du mois de mai et celle du mois de juin, je demande à ceux qui ont encore des doutes de se reporter à ces deux conférences, parce que tout y est. Mais alors en plus, ils font d'une pierre deux coups, à la fois jeter en effet les catholiques dans les bras de la République sioniste, et en même temps le projet de reconstruction de l'île de la Cité, qui était un projet commercial et tout à fait. Qui avait apparemment vu le jour déjà en 2016. Oui, mais on a l'impression justement que tout ça fait partie d'un projet déjà ancien. Alors, non seulement il y a l'aspect commercial, mais il y a en même temps la suppression du symbole chrétien que représente Notre-Dame, qui pour ces gens, évidemment, au milieu de Paris, est très 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 visible. Ça les dérange. Et comme je le constate constamment, nos ennemis sont très attachés au symbole, notamment au leur, qu'ils étalent d'ailleurs partout, chaque fois qu'ils peuvent, mais ils sont tout aussi sensibles à la présence de nos symboles qu'ils font tout pour détruire. Pourquoi y a-t-il autant d'églises qui flambent en France ? Pourquoi ? Dans l'indifférence générale. Y compris du clergé. Et des catholiques. Où sont les manifestations de catholiques pour protester contre les incendies qui se répètent régulièrement en France ? Il n'y a plus de catholiques en France, il n'y a que 2% des Français qui vont à la messe le dimanche. Question suivante. Bon, alors ceci dit, attention au sondage. C'est pas dit que les chiffres soient totalement exacts. C'est vrai. Les sondages sont faits pour induire des réactions ou pour décourager les gens. Quand même. Les 5 thématiques qui tiennent à cœur les scouts de France sont les suivantes. Éducation pour tous, cause LGBT, environnement, égalité des chances et harcèlement scolaire. Que dire du scoutisme de manière générale et quel regard portez-vous sur le scoutisme ? Bon, alors il est évident que les scouts de France, c'est une structure qui a été récupérée par ce qu'on peut appeler le modernisme. Alors le modernisme, expliquer ce que c'est que le modernisme, c'est une évolution de l'Église qui refuse la tradition et qui pactise avec l'idéologie de la Révolution de 1789, ce qu'on appelle les démocrates chrétiens. D'ailleurs, je vais y revenir dans ma conférence de cet après-midi.
Alors, à propos donc, les scouts de France ont traversé différentes crises au fur et à mesure de son évolution néfaste. Les bons éléments en sont sortis et ont créé d'autres structures, dont les scouts d'Europe. Tous mes enfants y sont passés. Donc je n'ai rien personnellement contre le scoutisme, simplement ça dépend du contenu. C'est ça le problème. Voilà, tout ce que je peux vous répondre. Mais pensez-vous qu'une structure qui, à sa base, à son fondement, a été faite d'une manière assez mauvaise, c'était une manière d'embrigader la jeunesse avec Tout à fait, qui a une origine maçonnique au départ. Alors ce qu'il y a d'amusant, c'est que justement pour une fois, c'est le monde catholique qui a récupéré cette structure créée au départ par un franc-maçon. Et donc le scoutisme jusqu'aux 20 dernières années à peu près était tout de même bien, c'était une structure qui aidait à la formation des jeunes. Et puis ils ont manœuvré, ils ont, sous prétexte d'être prudent, qu'il ne faut pas dire ça, il faut être apolitique, etc., etc., on a évacué tout ce qui faisait la valeur du scoutisme. Notez aussi la réaction du chef scout là, des scouts de France, qui on lui demandait la question, alors il est ouvertement homosexuel, et on lui demandait mais est-ce que c'est compatible de défendre les causes LGBT et à la fois être dans le catéchisme, dans le respect du catéchisme de l'Église? Il a répondu oui, et sans être contredit par le clergé. Bien entendu, c'est l'enseignement de François. L'enseignement de François, d'ailleurs, je ne sais pas si on va en parler, mais je ne sais pas si vous avez lu cette déclaration de Benoît XVI. Qui suis-je pour juger les homosexuels? Il avait dit aussi, au tout début de son pontificat. Non, mais ça, c'est... François, bon, je ne suis pas cédé vacantisme, bon, je ne sais pas pourquoi on a à devoir supporter cet individu, mais il est néfaste. Le problème, c'est que justement, il pousse les gens au sédévacantisme. Il pousse justement parce qu'il justifie le cédévacantisme. Le cédévacantisme, c'est pas une solution. Je comprends la réaction de dégoût. Je comprends parfaitement. J'ai la même. Mais se retirer de l'Église, c'est l'abandonner à ses ennemis. Ça, c'est ma grande critique du cédévacantisme. Je suis d'accord sur la critique, mais je suis pas d'accord sur la réaction. Le pape François met sur le même plan souverainisme et totalitarisme nazi. Un commentaire. Ben là encore, c'est la politique. C'est la politique maçonnique, ça. Je regrette beaucoup. C'est une vision maçonnique. Ils essayent de faire peur envers le souverainisme. Or, je voudrais tout de même rappeler les paroles du Christ quand il disait à ses apôtres « Allez et convertissez toutes les nations ». Il ne disait pas « Allez et convertissez tout le monde ». Il disait « toutes les nations », c'est-à-dire que pour le Christ, c'était les nations qu'il fallait, les nations en tant que socle dans l'humanité. Et ça, justement, ça a disparu de l'Église. Alors, je vais en revenir à cette déclaration de Benoît XVI. Oui. Benoît XVI répond aux critiques de sa note sur les abus sexuels et accuse une théologie sans Dieu. Dans la revue théologique Herder Correspondence, le pape émérite Benoît XVI a répondu aux critiques sur son essai sur la crise des abus sexuels qui avait suscité de vives controverses lors de sa parution en avril. Oui, une théologie sans Dieu. En avril 2019, le mensuel du clergé bavarois Klerutzblatt avait publié un texte du pape émérite Benoît XVI dans lequel celui-ci attribuait les crimes pédophiles du clergé à l'absence de Dieu. Il y voyait la conséquence d'un effondrement de l'enseignement moral de l'Église et de la libération sexuelle née de la Révolution de 1968. Tout est là. Tout est là. Et déjà, lors de son pontificat, il avait tout mis en place là, pour justement essayer de lutter contre la pédophilie. Il disait aux prêtres, vérifiez que vos séminaires ne soient pas homosexuels. Tout à fait, c'est ce que j'avais signalé d'ailleurs dans la politique à l'époque. Je répondais d'ailleurs à un certain nombre de personnes, là encore, que ce soit contre Poutine, que ce soit contre Benoît XVI, dans nos milieux dits catholiques, il y a vraiment une bande d'imbéciles. Il n'y a pas d'autre terme.
on dirait qu'il cherche à se retrouver tout seul, sans alliés. Donc il tape sur Poutine. Pour eux, c'est pas un ami, ça peut pas être un ami. Il tape sur Benoît XVI, et justement à ce propos de ce que vous venez de signaler, je rappelais à l'époque que Benoît XVI avait été celui qui, déjà devant le début de la campagne contre l'Église à propos des actes pédophiles dans l'Église, avait institué une règle dans les séminaires que, avant de mener un séminariste à la prêtrise, on étudie ses penchants éventuellement homosexuels. C'est Benoît XVI. Alors Benoît XVI s'est fait traiter par un certain nombre de pseudo-catholiques, lui-même d'homosexuel. Donc ce milieu catholique, il est d'une disparité invraisemblable et d'une bêtise aussi invraisemblable. Le gouvernement français refuse d'interdire le boycott d'Israël. Comment expliquez-vous ce refus? Le retour du boomerang. C'est pas tout de faire venir l'islam pour submerger la France encore catholique. Le problème, c'est que ce sont des masses qui sont antisémites. La réaction des francs-maçons du Grand Orient. Alors, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent faire venir l'islam pour nous détruire. Ah oui. Mais, comme cette masse islamiste réagit aux souffrances des Palestiniens du fait des actes innommables d'Israël, si on interdit la critique d'Israël, c'est l'insurrection dans les banlieues. Donc, voilà l'explication. Souhaitez-vous revenir sur l'euthanasie de Vincent Lambert? Oh que oui. C'est toujours la même chose, c'est la civilisation de mort, c'est l'être humain qui s'arroge le droit de vie et de mort. Oui. Et rappelez-vous ce que disait un certain Jacques Attali dans les années 80, quand il disait qu'à partir de 60 ans, l'être humain, n'est plus rentable, donc tout ça est économique, et que l'euthanasie serait dorénavant un outil de régulation. Le problème, c'est que M. Attali n'avait pas 60 ans à l'époque. Il l'a largement dépassé aujourd'hui. Il n'a toujours pas donné l'exemple de s'euthanasier lui-même. Alors évidemment, j'aime beaucoup les gens qui donnent des leçons, mais à condition qu'il en donne l'exemple. Mais ça relève aussi d'un autre problème au niveau de la médecine, parce que Dr Carigère, qui était donc son premier médecin, le premier à avoir entamé les démarches pour l'euthanasier, avait dit « Je suis médecin chrétien, mais je suis médecin d'abord. Je suis d'abord au service d'un malade et pas au service de mes convictions. » Et sur l'affaire Lambert et la décision que j'ai pu prendre à l'époque, je ne me suis jamais trouvé en difficulté par rapport à mes convictions. Mais il est en pleine contradiction. Parce que c'est quoi le serment d'Hippocrate? Oui. Ou alors c'est le serment d'Hippocrate. Protéger toute vie. C'est quoi le serment d'Hippocrate? On ne doit pas toucher à la vie. Point. Or, ceux qui s'arrogent le droit de tuer un patient sous quelque prétexte que ce soit, dérogent justement au serment d'Hippocrate qu'ils ont en principe juré. Et le médecin n'est pas là pour tuer, il est là pour essayer, pour tout faire, pour essayer de guérir et de sauver. Après, si malheureusement le patient décède malgré tous les soins, c'est comme ça, c'est la loi de la nature. Mais qui plus est quand on est chrétien, ça oui. Ça mais de toute façon, même indépendamment de l'aspect chrétien, soi-disant chrétien de cet individu, le médecin n'est pas fait pour tuer. Point. D'où le serment d'Hippocrate, sinon ça sert à rien. On n'applique pas, ou alors, si on peut dire, une médecine maçonnique. Mais bien entendu, évidemment, mais évidemment. Pierre-Henri Simon, dans son livre de la vie. Tout à fait, bravo. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est qui Pierre-Henri Simon? C'est exactement ça. C'était le grand maître de la Grande Loge. De la Grande Loge, oui, vous avez raison.
juifs et francs-maçons. Qui avait fait la promotion de l'avortement, de la contraception, Tout, de tout, de la culture de mort, et alors c'est ça que l'on constate dans la plupart des juifs qui s'occupent de politique. Tout dans leur action est tourné vers la destruction de la société et au travers de la société de l'être humain. Tout. Je regrette beaucoup, on peut appeler ça une politique satanique. Voilà. Mais c'est systématique. Quand vous trouvez un mauvais coup, ratez un petit peu, et qui trouvez-vous derrière? Toujours les mêmes. La pilule, c'était qui? C'était Lucien Neuwirth. Lucien Neuwirth, qui était quoi? Juif et franc-maçon. Et juif. Et juif. Comme c'est curieux. Etc. Simone Veil, c'était quoi? Juive et membre du Nightbreed. Juive et franc-maçon. Donc à chaque fois dans les mauvais coups contre l'être humain et la société, on trouve toujours les mêmes. Il y a un problème. Comme là, en plus, là, avec la PMA qui vient, ils s'en cachent plus. Là, les francs-maçons disent qu'ils sont en première ligne pour les faire. Bien entendu, ils s'en vantent. Ils s'en vantent. Le Conseil d'État a annulé mercredi 24 juillet une décision favorable au professeur Henri Joyeux, qui devra donc être rejugé devant l'ordre des médecins pour des pétitions anti-vaccins en vue d'une éventuelle radiation. Auriez-vous une explication? Il est évident que le professeur Joyeux gêne le jeu de Madame Buzyn, le ministre de la Santé. Qui quoi, elle aussi? Qui juive? Fait partie, qui de la petite communauté. Je ne sais pas si elle est maçonne aussi en plus, en tout cas, qui est juive. Alors rappelez-vous tout ce que j'ai pu rappeler à son sujet, notamment déjà à propos de la vaccination, c'est qu'en Israël, c'est pas obligatoire. Et rappelez-vous la critique que je faisais, que je recommence à dire, comment se fait-il qu'elle, qui est juive, qui doit connaître tout de même ce qui se fait en Israël, si en Israël ça n'est pas obligatoire, pourquoi est-ce que c'est obligatoire en France? Elle a eu d'ailleurs, peut-être indirectement, là, le soutien récemment de Nicolas Sarkozy, qui déplorait aussi, je crois que c'était pour Matteo Salvini, c'était dans l'émission C'est à vous, cette semaine, où il disait, mais vous vous rendez compte, ils n'autorisent pas les vaccins, etc. Bien entendu, j'ai vu que la politique italienne avec Salvini interdisait les vaccins, l'obligation des vaccins. Oui, voilà. Et attention à une chose, c'est pas l'interdiction de tous les vaccins, ce sont les nouveaux vaccins qui ont été inventés dernièrement. Or là, je fais un petit résumé d'un certain nombre de commentaires de scientifiques. Où est-ce que j'ai ça? Ouais. Qui ont découvert, donc ce sont différentes études scientifiques qui se confirment l'une l'autre, que des produits chimiques inconnus, des bactéries, des champignons, des virus vivants, qui n'ont strictement rien à voir à faire avec la supposée utilité du vaccin, se retrouvent dans les vaccins obligatoires aujourd'hui. Alors, question. Pourquoi? Quand on sait que justement l'abus de vaccins provoque un certain nombre de maladies, non seulement les problèmes d'allergie, etc., mais un certain nombre de maladies et de retard de croissance chez les enfants. Est-ce qu'on est en train de nous fabriquer une race affaiblie qui potentiellement ne durera pas, ne vivra pas nécessairement longtemps? Il y a quelque chose de très trouble, et bon, alors, on me dira encore la théorie du complot, etc., etc. Ah oui, et s'il y avait réellement un complot? Et si réellement il n'y avait pas une volonté de certains de détruire la race humaine, ne serait-ce que par malthusianisme? Ils l'ont annoncé d'ailleurs. Ils l'ont annoncé. Alors, pourquoi dire que c'est un complot? Ben oui, c'est un complot. Pourquoi nier que c'est un complot? C'est un complot. Et plus précisément, et Madame Buzyn, alors, elle est forte, vraiment, parce qu'il n'y a pas que ça. Oui, avec le sang. L'histoire du sang des homosexuels,
Maintenant, allez, et là encore, mais est-ce qu'on ne veut pas contaminer la population française à travers ça? Hein? On voit que c'est notamment les sociétés qui sont visées justement là. Et la crise dans les hôpitaux français, Oui, dont on ne parle jamais. quand on apprend, tout de même on finit par l'apprendre, surtout nous qui cherchons, quand on apprend que plus de la moitié des services d'urgence en France ne fonctionnent plus, par manque de médecins, par manque d'infirmières, par manque de lits. Pourquoi? Ah, mais il n'y a plus d'argent. Ah bon? Et où passe l'argent des Français? Vous avez besoin d'un petit dessin? C'est le coût de l'immigration. Entre autres. Et l'écologie, parce que je sais pas Et l'écologie. Et l'écologie. Ils ont augmenté le budget pour... Ah oui, l'écologie, oui, c'est 1,5 milliard. Oui, c'est ça. Hein, oui, 1,5 milliard. Un chiffre astronomique. Donc tout ça, c'est de l'argent retiré justement de la remise en état de notre système de santé. Air France va acheter 60 Airbus. À première vue, cela pourrait paraître positif. Votre avis? Bonne question, effectivement. Alors, à première vue, comme vous dites. Alors, le dessous de l'histoire est un peu complexe. Airbus vient de racheter la firme aéronautique canadienne Bombardier. Et en fait, cet avion est un avion qui était fabriqué par Bombardier qui va changer de nom. Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'il ne sera pas fabriqué en France, donc ça ne servira pas aux ouvriers français, il sera fabriqué au Canada. Donc, pour les Français, pour l'économie française, aucun intérêt. C'est aussi simple que ça. Un nouveau sous-marin atomique, le Suffren, je ne sais pas si je prononce bien, vient d'être lancé avec pour caractéristique la féminisation de ses installations avec toilettes adaptées. Qu'en pensez-vous? C'est un cadeau laissé par le général Pierre de Villiers avant qu'il ne prenne sa retraite. C'est du politiquement correct, la féminisation de l'armée, etc., etc. Alors, si on a envie de rire, on peut toujours dire qu'effectivement, ça rendra les sous-marins d'attaque encore plus attaques grâce à la présence féminine. Je suis persuadé que la présence de bidets à bord du sous-marin va rendre la puissance du sous-marin supérieure. Non, mais écoutez, vous n'avez pas envie de prendre le fouet. Je préfère un enfant sans père que pas d'enfant du tout, a déclaré Jean-Marie Le Pen, qui se présente comme soutien de la PMA. Soutien inattendu. Quant à Marion Maréchal-Haut, qu'elle refuse de se mêler au débat, pensez-vous, à l'instar des Le Pen, que ce sujet de société n'est pas fondamental? Si on se place sur le plan électoral, évidemment, c'est pas fondamental, puisque la politique des Le Pen, ça a toujours été de rassembler tout ce qui n'est pas rassemblable pour faire nombre. C'est leur obsession. Et le problème des Le Pen, tous, ils n'ont aucune conviction. Ils n'ont que des intérêts. Donc, quand ils croient que telle déclaration va leur apporter quelque chose, ils le font. Je pense qu'en l'occurrence, Le Pen, qui est tout de même sur la planche déclinante, doit se rendre compte qu'on ne parle plus beaucoup de lui et qu'il a voulu faire parler de lui. Il a réussi, effectivement, et pas en bien. Donc là, non, c'est désespérant. Ces gens n'ont aucun principe. Ils sont prêts alors, Le Pen... mais à la limite, Le Pen et la clique Le Pen en général, qu'ils soient comme ils sont comme ça. Mais qu'il y ait des crétins qui les suivent encore, qui n'aient pas encore compris la duplicité des différents représentants de cette clique Le Pen, vous connaissez la formule, plus con que ça, tu meurs. D'ailleurs, le Pen Jean-Marie, là, qui, pour qu'on parle de lui, là, accepte les invitations d'Hanouna.
Bah bien entendu, mais ils sont à plein ventre. Parlez de moi. Écoutez, C'est ridiculisé en plus. Ouais, complètement. ouais. mais sans J'ai- même parler de Hanouna. C'était malaisant, malaisant. Sans même parler de Hanouna. Regardez dans nos milieux ceux qui sont tous tombés dans les pièges d'être invités par les Conversano. Conversano, par le petit Abed, par un tel et un tel, pour qu'on parle d'eux. C'est un des reproches que j'ai fait d'ailleurs, quand j'ai déjeuné avec lui, grâce à son invitation d'ailleurs, à Jérôme Bourbon. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette pétaudière de vous faire interviewer par Conversano? Il se sert de vous pour se faire son nom. Moi, je pense que c'est ça ma force. C'est avant d'accepter quoi que ce soit, je cerne le problème, je cerne la personne qui veut m'inviter. Rappelez-vous comment j'ai envoyé promener Conversano. Comment a-t-il réagi, Diane? Il vous a montré son cul. Alors c'est dommage, apparemment on ne peut plus le voir, il a supprimé la séquence parce qu'il s'est rendu compte que ma critique est portée. Et voilà le genre. Alors, est-ce que des gens comme Jérôme Bourbon, qui est un brave homme, vraiment, point de vue idée, il n'y a pas de différence. Mais il a une faiblesse, lui aussi, c'est que il estime avoir besoin que l'on parle de lui. Alors, faire parler de lui au travers d'individus qui sont des crapules invétérés, et je pèse mes mots, c'est pas rentable. Alors, c'est pas vraiment parler de lui, mais c'est une manière, c'est un canal pour faire diffuser. Les Pour idées son nationalistes. journal, oui, mais Oui, pas pour son journal, mais nos idées quelque part. je lui dis sur tous les tons. Quand on est sur des idées, on ne peut pas s'amuser à trafiquer avec des gens qui sont hostiles à ces idées. C'est pas rentable. De toute façon, c'est pas rentable. Ça vous retombe sur la figure. Donc, je redis, je suis très heureux de ce rapprochement avec Jérôme Bourbon, mais je lui ai bien dit, attention, casse-cou, vous servez des intérêts qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas les nôtres. Marion Maréchal a décliné une invitation d'Academia Christiana, jugée selon elle trop anti-LGBT, trop anti-Soros. Un commentaire. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, toujours la même chose, c'est à plat ventre devant le politiquement correct, LGBT, etc., etc., etc. Alors qu'elle accepte les invitations sionistes Exactement. à la fin de... Et en plus de ça, elle vient de solliciter l'apport de M. Einthoven. Oui, vous pensez quoi de cette grande convention qu'elle essaye de rassembler? Alors, ce que j'en pense, c'est que, incontestablement, Reichstadt. rappelez-vous ce que j'ai annoncé sur base d'une déclaration de Jacques Attali. Rappelez-vous ce que j'avais annoncé sur base d'une déclaration de Jacques Attali. Quand Jacques Attali avait dit, il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans environ, que le prochain président de la République serait une femme. Et directement, j'avais dit, celle qui collerait parfaitement, ce serait une Marion Maréchal, Hawk, parce qu'elle rassemblerait toute la bande des crétins de droite, les nationalistes, comme dit Soral. Ça, pour une fois, j'apprécie la trouvaille de Soral, elle est très bonne, etc. Elle pourrait faire le pont, donc une certaine extrême droite, qui ne veut plus rien dire, extrême droite, et la gauche sioniste. Donc, sioniste de droite, sioniste de gauche, unissez-vous. Avec Marion Maréchal au sommet. Non, mais c'est... Mais, bon, qu'elle soit comme ça, elle est comme ça. Bon, elle a son nom par son père, qui était un agent du Mossad, etc. Mais rien n'oblige les gens de droite, les cathos, de suivre une Marion Maréchal ou une Marine Le Pen ou un Jean-Marie Le Pen. C'est leur méconnaissance de ces personnages, leur bêtise, leur lâcheté aussi très souvent, qui fait qu'ils adhèrent à leur bobard. Et puis les médias aident aussi. Et les médias aident aussi.
C'est pour ça que sans connaissance de l'ennemi, on ne peut pas s'y retrouver. Un certain Jacques Albraun vous reproche de ne pas faire de distinction entre la race juive et la religion juive. Il ajoute « On peut être juif et chrétien ». Un commentaire ? J'ai écouté l'entretien, j'avoue qu'il m'a fait plaisir, parce que comme démonstration de sa destruction mentale, c'est pas mal et il a apporté de l'eau à mon moulin. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les autres déclarations qu'il donne. Oui. Très rassurant pour les catholiques. Vous les lisez, je les lis ? Allez-y, lisez-les. Alors, entre autres perles. Les catholiques dépendent beaucoup de ce qui s'est passé en amont, avant l'apparition de Jésus. Le christianisme est une forme d'immigration. Alors, entre parenthèses, christianisme est une condition intermédiaire, hybride, entre paganisme et judaïsme. Oui, c'est ce qu'il essayait de dire, oui, c'est ça. La chrétienté n'est qu'une volonté vaine de s'agréger aux juifs. Les chrétiens seraient les anciens esclaves des juifs. Mais à la limite, quand on regarde la démarche de l'Église dite catholique d'aujourd'hui avec François, il n'a pas tellement tort. Il n'a pas tellement tort. Ah, mais c'est pas ça le christianisme. Alors, bon, je vais tout de même mettre encore une fois les pieds dans le plat. Et c'est dans ce contexte que ce malheureux Hervé Ryssen vient nous expliquer qu'il faut s'allier aux Juifs pour se prémunir contre l'islam. Même un petit peu de cohérence, ça ferait pas de mal. Et justement, c'est la question suivante. Vous avez été avec Jérôme Bourbon les deux premiers et apparemment les seuls à avoir démontré la duplicité d'Hervé Ryssen qui, après s'être fait une réputation d'antisémite avec ses livres, appuie le juif sioniste Zemmour et sa curieuse conception de la France. Il vient de récidiver à l'occasion de son entretien avec l'abbé Rioult qui vient de sortir une analyse sur le judaïsme. Il a à nouveau fait état de son sionisme sous prétexte de défendre la France de l'islam. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter cette vidéo entière. Excusez-moi. Cette vidéo entière, il y a fait l'apologie de la race blanche et sa vision du combat se cantonne au combat pour les blancs. Voulez-vous y revenir ? Oui, il faut y revenir parce que justement c'est tout de même un point fondamental. Savoir sur qui on peut s'appuyer pour défendre notre héritage. Notre héritage chrétien. Bon, je pense que Ryssen n'est pas chrétien, qu'il n'est pas croyant, c'est son problème personnel, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ça fausse tout de même un petit peu les perspectives en ce qui le concerne. Venir plaider qu'il faut s'appuyer sur le monde juif pour se prémunir de l'islam, c'est oublier deux choses. Premièrement, c'est que c'est l'intelligentsia juive qui nous impose l'immigration, qui a imposé la décolonisation, et à la suite de la décolonisation, l'immigration-invasion. Si on n'a pas compris cette dimension-là, alors venir plaider de s'allier avec les Juifs pour se prémunir de ce qu'eux-mêmes ont fabriqué contre nous, il y a un petit problème là. Alors deuxièmement, venir, je n'y vois pas d'inconvénient a priori. Défendre la race blanche, non, je ne vois pas d'inconvénient. Mais enfin, quand même, quand on regarde autour de nous, au moment des élections, tous les petits blancs et blanches qui ont voté pour des candidats qui nous ont amené la situation dans laquelle nous sommes, est-ce que le fait d'être blanc prémunit contre la destruction de la France? Voilà ce que je veux répondre à M. Ryssen. Qu'il réfléchisse avant de sortir des énormités. Je ne comprends pas Ryssen, je ne veux pas l'enfoncer plus qu'il ne faut,
Mais moi, ça m'insupporte, cette politique. Alors qu'il a fait tout de même une œuvre intéressante par ses livres quelque peu antisémites, de venir maintenant nous prêcher la bonne parole en nous disant « Ah, allez-vous aux Juifs, etc. » C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un peu plus nuancé son propos sur Zemmour, mais c'est-à-dire que je pense qu'à la suite même de mes critiques, plus la lettre que Bourbon lui a envoyée, ça l'a tout de même fait réfléchir, et puis il a dû avoir des conséquences. Il a dû perdre des appuis. Et ça fait réfléchir, ce genre de choses. Hein? À mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est ça. Alors, moi, je ne demande pas mieux qu'il réalise qu'il a dit des bêtises, et qu'il revienne à la ligne politique qu'il avait précédemment. Je ne demande pas mieux. On peut faire un parallèle entre Moix et Rissem. Tout à fait. Alors expliquez pourquoi, Diane. L'un comme l'autre ont l'air de s'être vendus au sionisme, à la République, à la dictature. Qu'est-ce que ça a rapporté à Moix ? Un peu la gloire, quoi. Non, pire que ça. Oui, maintenant. Pire que ça. Donc il s'est vautré. Il s'est vautré au pied des Juifs et on lui a supprimé. Oui, mais il a bouffé dans la gamelle pendant plus de 10 ans, je ne sais plus combien de temps. Il a eu son émission de télé, il a eu. Bon, voilà, est-ce que c'est ce que je cherche Mais même maintenant, il a supprimé sa émission de TV, je ne sais plus laquelle. Donc il a déçu ceux qui le suivaient quand il était antisémite, et maintenant il se retrouve à poil. Oui, parce que ses maîtres l'ont abandonné. Morale de l'histoire. Complètement, ouais. Et donc, oui, pour en revenir donc, sur les cercles risséniens, vous voulez qu'on... Si vous voulez, quand vous voulez. Quand vous voulez. Ben ça, c'est quand même une chose intéressante. Qui parodiait le site Cercle Nationaliste Français, se faisant passer pour les cercles risséniens français, je crois, où dedans était attaqué le contenu de vos entretiens. Je ne sais plus quelle était la nature exactement. Et vous faisiez passer pour une tarte ou je ne sais pas quoi. Une cruche. Que vos anciens collaborateurs aussi étaient douteux. Qui a appuyé lourdement sur le petit nombre de mes collaborateurs. Alors c'est très intéressant, d'abord parce qu'il ne connaît pas le nombre évidemment, et que ça avait l'air d'être une tentative de me faire répondre en disant « mais si, j'ai beaucoup de monde, regardez, donc essayez de me tirer les verres du nez ». Pas évident. C'est pas évident. Et donc ce lien a subitement été supprimé. Alors, dans cette histoire-là, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient nommées. Il y avait Rouanet qui était nommé. Il y avait Jean Lamour. Ah oui, il se moquait de Jean Lamour en plus de ça. Méchamment d'ailleurs. À la place de Jean Lamour, j'aurais pas apprécié. Alors, Franck Abel aussi. Alors, Franck Abel, mais alors là justement, il y a une chose qui nous a fait tiquer tous les deux. On a eu la même réaction. C'est que le passage sur le dénommé Franck Abel faisait allusion à ses origines malgaches et berbéro-malgaches, mais ne faisait pas allusion à une autre donnée que j'ai souvent citée, c'est-à-dire ses origines juives. Alors, visiblement, celui qui a fabriqué ce texte pour le faire endosser par Rissem, que je défends parce que dès le début, quand j'ai commencé à lire le texte, je me suis dit, c'est pas Rissem qui a fait ça. C'est quelqu'un qui cherche à semer un peu plus la zizanie dans nos milieux. Donc je dégage Rissem de la responsabilité de ce texte dégueulasse. Et donc il y avait cette notion de l'origine de Franck Abel, juive, manque. Comme c'est quelqu'un qui connaît très bien mes textes, c'est pas normal. Et je pense que ce texte, comme l'histoire de Madame de Saint-Jean d'Angélis, comme je l'ai marqué dans un article du dernier numéro de La Politique, c'est Franck Abel qui est derrière. Ça colle avec son esprit pervers. Son esprit pervers qui commence aussi sur le plan sexuel. Et il avait commencé à se faire connaître il y a quelques années par un livre particulièrement pervers. Et je crois que vous avez le document que je vous ai transmis. Oui, pardon. Un de nos correspondants. C'est ça que ceux qui
essayent de me combattre ne comprennent pas, c'est que j'ai une multitude de correspondants que souvent je ne connais même pas, qui m'alimentent en informations très intéressantes. Alors, c'est un texte qui a été publié par Contre-Info, signé d'un certain Coston, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui revendique le nom de Coston, qui a été un écrivain et un militant nationaliste vieil ami de mon père. Donc ça veut dire, ça signe déjà son appartenance politique à celui qui m'a envoyé ce texte. Et voilà ce qu'il disait. Abed, arrête de poster des commentaires à ta gloire un peu partout. C'est insupportable, de même que la mégalomanie qui te pousse à souiller d'intéressantes vidéos avec ton nom partout. Pour les lecteurs qui ne connaissent pas Franck Abed, voici le courrier d'un camarade adressé au courrier des lecteurs de Rivarol qui avait passé une interview complaisante de Franck Abed. Je suis fort déçu de voir la publicité de Rivarol, que Rivarol persiste à faire à Franck Abed, etc., etc. Bon. Et il signalait ce nouveau héros de la catholicité d'un genre très particulier est aussi un promoteur, sinon rédacteur d'ouvrages pornographiques. Sur le site de son énième mouvement, modestement nommé Génération Franck Abed, on a ainsi eu droit à une publicité acharnée pour un livre relatant les fantasmes d'un tordu, dont celui de souiller une jeune catholique. L'auteur que certains soupçonnent d'être Abed lui-même, au vu du style d'écriture très ressemblant, a aussi eu droit à une interview élogieuse sur ce site. Bref, Rivarol ne pourrait-il pas, dans le genre intellectuel catholique et français, nous présenter des figures vraiment intellectuellement, etc., etc., etc. Donc, j'accuse Franck Abed d'être à l'origine de toute cette manœuvre qui a commencé avec l'affaire de Madame Saint-Jean d'Angélis qui a prétendu nous salir, et vous et moi. Et qui s'est poursuivie avec ces derniers événements, dont le texte qui a brusquement disparu. Mais alors le fait que Hervé Ryssen cherchait des informations sur votre entourage, ça c'est... Alors ça c'est autre chose, je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui, ou alors c'est encore une manipulation. Je n'en sais rien, mais vraiment, on dirait que toute cette clique, de gens que j'ai plus ou moins dénoncés à un moment donné du fait de leur position, ne savent pas comment me répondre, et répondent par des attaques sous la ceinture, c'est le cas de le dire, en essayant d'intimider mes collaborateurs, dont vous deux, puisque vous êtes tous les deux nommés dans cette histoire sur VK, etc., etc. Or, il y a un élément aussi très intéressant qui est intervenu il y a un mois environ maintenant. Un jour, c'était en fin de matinée, je reçois un coup de fil de quelqu'un disant « Voilà, je suis officier de police d'un commissariat de police, je vous téléphone pour vous apprendre que vous êtes sous le coup de poursuite du CRIF pour incitation à la haine raciale. » Alors, il ne donne pas l'appartenance à son commissariat, etc., etc. Il s'enquiert si mon adresse est toujours la bonne adresse, etc. J'ai dit oui. Donc j'ai fait comme si je réagissais normalement, etc., etc. Et pour terminer, il me dit, mais vous avez bien compris, vous êtes poursuivi pour ça. J'ai dit, oui, j'ai bien compris. Bon. Et puis j'ai gardé le document sonore. Et puis dernièrement, j'ai eu l'idée de vous poser la question, Diane, auriez-vous un document sonore de Franck Abed? Entretien ou conférence? Et nous avons comparé le son des deux voix. Ce n'est pas la voix de Ryssen, ce n'est pas la voix d'Henri de Lesquen, ce n'est pas la voix de Benedetti, ce n'est pas la voix d'aucun de ceux que j'ai pu chatouiller désagréablement. C'est la voix de Franck Abed. Point. Or, dans ces trucs pervers, et quand je regarde le physique du personnage, il me donne l'impression d'un impuissant sexuellement qui transfère ses fantasmes. Il me donne l'impression d'un eunuque.
qu'il va apprécier. C'est fait pour qu'il apprécie. Ouais. Il ne faut pas me chatouiller, c'est toujours dangereux. Et donc, alors pour terminer, je demande à ceux qui écouteront ça, dans nos milieux, de cesser d'inviter ou de se faire inviter pour des entretiens par Franck Abel. C'est un individu pervers, et je crois que j'en ai assez dit. Ouais, de toute façon, il a complètement disparu de la surface. Et, quand il essayait encore après, vous voyez démasqué, de se faire encore une place chez nous. Enfin voilà, dans ses vidéos, il vantait les livres de contre-culture, donc pour que Sorel le relie. Je crois qu'il y avait aussi Synthèse nationale. Enfin vraiment, il essayait par tous les moyens qu'on parle de lui, qu'on le relaie, quoi. Eh ben, Au final, on a vu. eh bien, il va être content, on a parlé de lui aujourd'hui. Ah ouais, voilà. Petite publicité. Pierre-Yves Rougeron a déclaré que Churchill a été le Premier ministre britannique le plus francophile de l'histoire. Vous êtes probablement de son avis ? Ça, mes chers amis, c'est de la provocation. Je vous renverrai à mon livre sur De Gaulle, dans lequel je décris le personnage qui était Churchill, d'une part dans son action contre la France, contre le gouvernement de Vichy, la traîtrise anglaise de Mers el-Kébir, où par l'opération Catapulte, il a fait tirer par la Navy sur les bateaux français qui étaient au mouillage, désarmés du fait des conditions de l'armistice. Flotte que l'Allemagne, qu'Hitler n'avait pas revendiquée au terme de l'armistice. Donc la flotte française était simplement désarmée pour ne pas pouvoir participer à la guerre. Et il y a d'ailleurs un texte ignoble de Gaulle qui appuie la position anglaise, que je cite dans mon livre. Et puis aussi toute la notice en annexe que j'ai mis dans mon livre sur Churchill, les origines de Churchill, l'origine juive, ce que l'on ne sait pas. Il faut voir quel était l'entourage juif et quel était le personnage de Churchill, un viveur, encore un dérangé sexuel, participant aux soirées gays de Londres, gay, friend gay. Donc voilà. Et Voilà entre les mains de qui De Gaulle, pour arriver, s'est mis. il était franc-maçon. Donc je conseille tout de même à ceux qui ne connaissent pas De Gaulle de lire mon livre, à ceux qui sont déjà prévenus au sujet de Gaulle de voir autour d'eux quels sont leurs amis qui sont encore gaullistes et de leur faire un petit cadeau très amical en leur offrant mon livre. Mais cette déclaration de Pierre-Yves Rougeron s'explique par son anglophilie. Il est très... Oui, mais alors là, Gaulliste, écoutez, il est franc-maçon ou il est anglais ? Ah oui, Si on est français et qu'on connaît un petit peu l'histoire de France, les Anglais ont toujours été contre nous. Toujours. D'ailleurs, Pierre-Yves Non, mais Rougeron- c'est... Alors, Rougeron, il n'est pas le seul d'ailleurs, c'est le type d'intellectualoïde qui se donne de grands airs. D'abord, ses textes sont confus, et quand on arrive à les comprendre, ils sont tordus. Il avait fondé une association, les Amis d'Éric Zemmour. Ah oui, bah, Ça, on dit- encore une fois, qui se ressemble, ça sent. Comment il a dit, le général de la mouvance nationale, je crois. Hmm. Il avait Rougeron, celui de Zemmour, je crois qu'il l'avait appelé le général de la mouvance nationale. Nationaliste. Il a oublié ce ministre. Passons aux questions à l'étranger. Que vous inspire le renforcement de l'alliance Russie-Iran ? Eh bien, c'est une réponse, disons, aux fables que nous raconte Pierre Hillard, qui continue inlassablement à décrire Poutine comme un mondialiste. Tout ce que fait Poutine est tourné contre le mondialisme américano-sioniste. Tout. Alors, ou on tient compte des faits, ou on reste dans « Ah oui, mais il va faire ceci. Ah oui, mais je regrette tant qu'il n'a pas fait. » Ce sont les faits actuels qui comptent. Or, l'action de Poutine, après la décision de Trump de ne plus agréer l'accord sur le nucléaire iranien, fait que les Iraniens se sont braqués, que Poutine les aide,
qui installent des bases militaires en Iran et qu'ils sont en train de faire des manœuvres conjointes aéronavales. C'est pas tout à fait mondialiste, ça que je sache. Alors, dans nos milieux, avec Pierre Hillard notamment, mais il y en a d'autres, qui me disent « Ah, c'est un mondialiste, ah oui, ah, ancien officier de KGB ». Eh oui, mais peut-être qu'il a très bien compris ce que c'était que le communisme. Pourquoi est-ce qu'il remet à l'honneur tous les symboles de la Russie tsariste? Il a remis à l'honneur les Romanov. Il a rappelé quels étaient les auteurs de l'assassinat de la famille impériale à Ekaterinbourg. Il s'est rapproché ô combien de l'orthodoxie. Ou alors, est-ce que c'est le fait justement de l'orthodoxie, du rapprochement orthodoxe de Poutine, que cela dérange certains catholiques, par querelle entre catholiques et orthodoxes? Bon, mais alors il faudrait peut-être revenir aux origines de la querelle entre catholiques et orthodoxes. Il ne faut pas oublier le manque de soutien que les orthodoxes, que l'Église d'Orient n'a pas eu de la part des catholiques à Rome, à l'époque. Alors il ne faudrait pas renverser les rôles. Si quelqu'un a reproché quelque chose à quelqu'un, ce sont les orthodoxes qui ont à reprocher aux catholiques. Mais il faut connaître un petit peu l'histoire. Oui, donc pour le renforcement Russie-Iran, Comment ? Le renforcement de l'alliance Russie-Iran, ça n'augure que... Ah ben ça inaugure, c'est toujours la tactique de Poutine. Il laisse se développer les événements. Et il voit quels sont les pays qui, pour une raison ou pour une autre, prennent leur distance avec les États-Unis. Il se présente en ami, il offre très souvent, d'ailleurs gracieusement, de l'armement ou ceci ou cela, et en échange, il s'installe, il crée des bases, etc. Je viens de voir encore ce matin dans les mails que j'ai reçus que le tout dernier chasseur russe hyper perfectionné, le Sukhoi je ne sais pas combien, était déjà en Syrie. Ah mais ça va faire plaisir aux Israéliens. Et on vient nous dire ensuite que Poutine est un grand ami de Netanyahou. Il faudrait peut-être pas se moquer du monde. Alors Netanyahou, par contre, fait tout pour faire croire que Poutine est son grand ami, parce qu'il en a besoin sur le plan électoral, local. Mais la réalité est totalement différente par les faits. Mais ceux qui sont les détracteurs de Poutine disent de manière générale que lui n'est qu'un pion sur l'échiquier et qu'il y a encore une entité au-dessus de lui il agit objectivement pour le mondialisme. Où sont les preuves? Oh, je ne sais pas. Où sont les preuves? On peut toujours accuser. Diane, vous êtes une sorcière. Diane, vous êtes une sorcière. Ouais, et du haut de mon autorité, j'affirme que Diane est une sorcière. Et tout le monde va me croire. Oui. Vous serez désigné du doigt. Non, mais il faut être sérieux. Paul y croit déjà. Il faut être sérieux. Donc vous vous rendez compte? Voilà. Alors, toutes ces bandes, encore une fois, de crétins, de cathos, qui plongent. Ah oui, mais monsieur, il a dit que... Et oui, il a dit que... Et les preuves? Avec la complicité de la fraternité Saint-Pédis. Et avec la complicité de la fraternité Saint-Pédis. Bon, je suis catholique tradit, mais je ne supporte pas cette bêtise de certains milieux tradis qui tombent dans tous les pièges de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des individus pareils, à part leur botter les fesses? Washington souhaite une nouvelle fois l'arraisonnement du pétrolier iranien au large de Gibraltar. Quel est le fond de cette manœuvre? Il cherche à asphyxier l'Iran, économiquement. Parce que, évidemment, le pétrole iranien est une monnaie d'échange pour faire vivre les populations iraniennes. Donc, ils essayent de l'étrangler, c'est le blocus. Ça, les anglo-saxons sont très forts pour les blocus. Et on a eu droit à ça pendant du temps de Napoléon, puisque la France était sous blocus anglais. Et l'Allemagne du Troisième Reich y a eu droit aussi. Ça ne les a pas empêchés de survivre. C'est une constante du monde anglo-saxon.
pour faire tomber un pouvoir, affamer les populations. C'est ce qu'on appelle le fair play. Alors que certains croient voir en Trump un second Poutine, une récente déclaration de Trump confirme votre hostilité au président américain. Qu'en est-il ? Ah oui, j'ai apprécié. Alors, où est-ce que j'ai ces petites notes ? Oui, il a été interrogé sur des déclarations, ces déclarations à propos de la grande déloyauté des électeurs juifs américains qui votent démocrate. C'était le 21 août. Il a affirmé qu'aucun président des États-Unis n'avait fait autant pour Israël. C'est un fait. Qui disait ça ? Trump. Ah oui. Trump. Je cite, « Je suis responsable de choses formidables pour Israël », et il citait notamment sa reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël ou encore la souveraineté israélienne sur la partie du Golan syrien annexée par Israël en 1981. Je cite toujours, « Selon moi, si vous votez pour un démocrate, vous êtes déloyaux envers le peuple juif et très déloyaux envers Israël. Les démocrates se sont vraiment éloignés d'Israël. Je ne peux pas comprendre comment ils peuvent faire cela. » C'est pas une façon de biaiser c'est pas un jeu trouble qui mène. Oui, alors là, vous faites comme Millard, justement. Oui, je sais pas. Vous induisez une hypothèse, mais quels sont les faits ? C'est effectivement lui qui a transféré l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, et c'est lui qui a reconnu la souveraineté, entre guillemets, d'Israël sur le Golan. Ça sont les faits. Donc vous faites l'avocat du diable, j'ai bien compris, donc je pardonnerai à la sorcière bien aimée. Ah, il faut rire tout de même de temps en temps. Mais donc voilà la réalité. Pourquoi croyez-vous que dès le début, rappelez-vous mes premières réactions sur Trump ? Et là encore, vous avez des idiots dans nos milieux. Ah oui, mais Trump, c'est un nouveau Poutine. Alors là, c'est amusant parce qu'il le compare favorablement à Poutine. Et puis, certains Jean-Marie Le Pen. Hein ? Certains Jean-Marie Le Pen. Ou certains Jean-Marie Le Pen. et de par l'histoire des États-Unis, il aurait eu le sort d'un Kennedy s'il avait vraiment été... Exactement, il aurait eu le sort de Kennedy. C'est bien. Il n'y a pas aussi une influence familiale, notamment on sait que son gendre évidemment. Est juif et que d'ailleurs sa fille Ivanka, je crois, son nom, Ivanka, merci, s'est convertie au judaïsme et donc leurs enfants ils sont juifs. Alors Jared Kushner, comme notre Kushner, mêmes origines bien entendu, est un élément très important de la politique pro-israélienne de Trump. Une affaire familiale. Et puis il aurait subi aussi des sanctions financières par rapport à... Il est évident. On ne peut tout de même pas être naïf. Rappelez-vous ce que j'ai raconté de ce qui est arrivé à Henry Ford Ier. Quand Henry Ford Ier, au début du XXe siècle, ayant été informé des protocoles des sages de Sion, avait très bien compris ce qui était en train d'arriver aux États-Unis et s'était révolté contre l'emprise juive aux États-Unis. Il avait créé un journal qui s'appelait le Dearborn Independent et il avait refait une mouture des protocoles des sages de Sion, en anglais, qui s'appelait The International Jew, le juif international. Donc Ford, à la tête d'un empire automobile. Eh bien, les Juifs ont fini par l'avoir, en lui mettant des grèves et des grèves et des grèves et des sabotages dans ses usines, jusqu'au moment où il a capitulé. Donc Trump, qui doit connaître un petit peu son histoire américaine, sait très bien que s'il ne jouait pas le jeu de toutes les organisations juives des États-Unis, dont le B'nai B'rith et le AIPAC, American, etc., qui est une courroie de transmission des mots d'ordre pro-juifs,
Il sait très bien que son empire immobilier plongerait. Donc tout est là. Il pourrait jouer autrement, il pourrait jouer la neutralité, ce serait peut-être tout de même un peu plus honnête. Et là, bon, il s'est vendu aux Juifs, j'en regrette beaucoup. Alors justement, une juive orthodoxe dirigera la nouvelle division de la cybersécurité de l'Agence de sécurité nationale américaine. Comment interprétez-vous cette information ? Eh bien, je crois que ça coule de source, ça colle avec ce que je viens de dire à la suite de la... Et voilà, c'est encore un gage que Trump donne à la communauté juive et à Israël. Donc il nomme comme responsable une juive. C'est un fait, c'est pas une théorie, c'est pas une perspective d'avenir, une hypothèse, c'est un fait. Pensant qu'on sait imaginer des trucs que l'on ne peut pas prouver. La presse chinoise a publié la photo de 4 dirigeants du mouvement de protestation hongkongais en compagnie du chef du département politique du consulat des États-Unis. Quelle est votre analyse sur cette insurrection dont nos médias débordent ? C'est une énième mouture de ce qu'on appelle en général les révolutions oranges, toujours suscitées par les mêmes, Soros, la CIA et compagnie, pour tenter de déstabiliser un adversaire. Toujours la même chose. Les Américains ne savent pas comment se tirer des pattes par rapport aux Chinois, donc ils essayent tout. Ils essayent, au travers de cette révolte fabriquée à Hong Kong, de déstabiliser le régime chinois. Ils se casseront les dents, à mon avis. Mais bon, ils essayent. C'est comme dernièrement, bon, on en a parlé tout à l'heure, on y a fait une allusion, les manifestations organisées à Moscou, auxquelles Poutine a répondu en rappelant ce qui se passait en France avec les flashballs. Toujours la même chose. Et rappelez-vous, la révolution en Ukraine, ce qu'on appelle la révolution de Maïdan, exactement. Déstabilisation d'un mouvement, faire tomber. Et là, pour l'affaire de Maïdan en Ukraine, c'était affaiblir la Russie. Ils ont réussi. Et là encore, c'est intéressant. On en a déjà parlé, mais j'y reviens. C'est intéressant de voir comment Poutine, qui, s'il avait été Hitler ou Bonaparte, aurait foncé dans le tas immédiatement. Non, il laisse pourrir la situation. Il a laissé se développer et aide évidemment le soulèvement des populations russophones de l'Est de l'Ukraine, et il laisse l'Ukraine tomber par elle-même, ça va venir. Donc, il évite de faire la guerre, parce que sinon, c'était la Troisième Guerre mondiale. Donc c'est ça, Poutine. Il sait attendre. Combien de fois n'ai-je pas mentionné cette dimension de Poutine ? Il sait attendre. Il attend la faille de l'adversaire, et quand il pense que c'est le moment de foncer dedans, il fonce dedans. C'est ce qu'il a fait en Syrie. C'est ce qu'il est en train de faire en Iran. Israël ou les États-Unis voudraient attaquer l'Iran aujourd'hui, il y a des bases russes maintenant. Que pensez-vous de la crise des migrants qui est à l'origine de la crise gouvernementale en Italie ? Ah ben, c'est une énième manœuvre des partisans de l'Europe qui sont malades des positions anti-migratoires de Salvini, sans compter ses autres positions. Rappelez-vous la décision qui a été prise immédiatement après sa prise de pouvoir d'interdire la présence de parlementaires et de ministres francs-maçons au Parlement italien. On a parlé tout à l'heure de l'interdiction, de revenir sur l'interdiction de la vaccination obligatoire en Italie. Tout ça, ce sont des choses qui dérangent nos mondialistes. Alors, il a joué un jeu très curieux en provoquant la crise, qui apparemment, aujourd'hui, se retourne contre lui, puisqu'il y a un nouveau gouvernement avec Conte. Il n'est plus ministre de l'Intérieur. Bon. Alors, est-ce que Salvini s'est trompé dans ses calculs ? Peut-être. C'est pas sûr. Peut-être qu'il joue le fait de l'échec du nouveau gouvernement pour pouvoir revenir
en maître absolu en disant maintenant c'est moi qui décide. Dehors. Moi je pense. Je pense que c'est ça, ce serait très finement joué, ça ne m'étonnerait pas de sa part. Oui, parce que c'est une femme, je crois, la nouvelle ministre de... Hein c'est une femme, la nouvelle ministre de l'Intérieur et pro-immigration. Ben évidemment, mais c'est la politique européiste. Alors on va voir la suite. On va voir la suite, c'est évident. Et puis tout ça avec l'appui d'un certain François au Vatican. Évidemment. Greta Thunberg est la nouvelle égérie du combat pour la planète. Que pensez-vous du personnage? Et comment expliquez-vous Elle m'horripile. Comment expliquez-vous cette propagande au sujet du réchauffement climatique? Bon, alors, personnage, je vous dirais franchement, elle a une tête à claque. Elle est d'une prétention, cette môme de 15-16 ans, qui ne vient que du support qu'elle sait avoir derrière elle. Donc ça lui donne une assurance, etc. Mais elle a une tête à claque. Alors, effectivement, cette histoire de environnement, réchauffement climatique, etc., c'est toujours une approche du mondialisme. On détourne l'attention des peuples de leurs véritables problèmes avec des choses dont on n'est même pas sûr que ce soit dû à la cause du réchauffement climatique. On est peut-être dans un cycle, comme il y a eu 36 000 dans l'histoire de l'humanité. Je ne dirais pas que je suis pour la pollution. Si les gens déjà commençaient par cesser de jeter par terre quand ils se promènent en forêt leurs canettes de bière, leurs plastiques, leurs ceci, de cela, on n'a pas besoin de faire des lois particulières pour ça. Hein? Mais c'est une question d'éducation aussi. L'éducation, il fout le camp. Donc, et puis c'est un but supranational. C'est supranational de toute façon, et ça permet, au nom d'un danger qu'on vous invente, de faire des prélèvements financiers supplémentaires dans les nations. Oui, c'est une pompe à feu. Tout simplement. Hein? D'où, tout à l'heure, vous rappeliez justement que 1,5 milliard que Macron avait débloqué, qui manque pour nos hôpitaux, entre autres choses. Et puis des lois que les nations pourraient prendre, par exemple, éviter d'aller acheter de la viande à l'autre bout du monde. Exactement. Exactement. Les accords avec le Canada ou avec l'Amérique. Alors avec l'Amérique du Sud, et notamment le Brésil, apparemment c'est bloqué. Je crois que Macron a eu peur des réactions en France. Bon, de toute façon, personne n'oblige un Français d'aller acheter de la viande brésilienne. Hein. S'il veut tomber malade, bon, il a qu'à acheter. Par exemple, vous allez au restaurant, vous ne savez pas le restaurateur ce qui vous ne savez pas. Si le restaurateur et encore, si on peut compter sur son honnêteté, s'il ne met pas viande élevée en France. Et d'ailleurs, là pour la petite anecdote, il y a eu le G7 en France à Biarritz il y a quelques jours. Macron promettait à ses homologues là, de leur faire goûter les spécialités basques. En fait, il n'a même pas fait appel aux cuisiniers basques traditionnels. Il a fait venir déjà son cuisinier de l'Élysée et toute la nourriture. Après, c'était absolument pas du tout des produits du terroir. Hein. Ça a été vraiment des produits achetés ici et ailleurs. Quoi. Donc là encore, ouais, c'est n'importe quoi. De toute façon, Macron, c'est l'homme du mondialisme. Ça, il faut le savoir. Donc, on ne peut pas s'attendre de sa part à ce qu'il fasse quelque chose de favorable pour les Français ou les producteurs français. C'est un ennemi. Point. C'est un ennemi. Une question pour terminer cet entretien. Selon vous, quelle est la différence entre gaulliste et non gaulliste? Bonne question. C'est à propos de mon livre, ça, je suppose. Oui. Ouais. Eh bien, disons que les gaullistes, il y a deux réponses à faire. Les gaullistes sont soit, d'une part, ceux qui ne savent pas, soit ceux qui sont parfaitement conscients de la politique de De Gaulle et qui adhèrent en parfaite connaissance de cause. C'est encore plus grave. Et les anti-gaullistes, eh bien, ce sont ceux qui savent qui a été De Gaulle et à quoi il a servi. Et tout ça est résumé dans mon livre. Et on pourrait dire que, comme vous dites, certains savent, mais par opportunisme, peuvent adhérer à l'épopée gaulliste. En fait. Tout à fait. Au mensonge gaulliste. Au mensonge gaulliste, tout à fait.
Tout à fait. Bon, merci chers amis. Merci monsieur Merci à Plantagenet. vous, merci beaucoup.